D'abord, on se remet droit. Ensuite, on dit c'est dimanche et on répond si c'est dimanche, bon dimanche. Content qu'on se retrouve. Et c'est le numéro 21. Alors, comment j'avance dans ces expériences? Eh ben, tout simplement, tu te dis, qu'est-ce qui te fait travailler la tête là en ce moment? Eh ben, on prend ça. Et puis après, tout de suite, tu te dis, mais ouais, mais attends, c'est un peu tordu ta façon là. Ben, c'est précisément peut-être dans la manière tordue qu'il y a la question. C'est pas d'aller vous faire un cours qui serait pour ça. Et bien justement, c'est même ça la question. Il y a très longtemps que j'utilise Julio Cortázar en atelier d'écriture. Comment je pourrais faire autrement? Dans son itinéraire, il a commencé par la traduction, venir en Suisse pour des traductions très techniques, tout un appareil de télescope, et puis ensuite découvrir que sur ces textes où on ne peut pas remettre en cause quoi que ce soit du réel, puisque précisément c'est une machinerie réelle qu'on décrit. Et on installe un texte qui a pouvoir d'agir, modifier des réglages, faire une réparation sur cette réalité complexe qui ne se produit pas elle-même comme langage. Et que si vous décalez d'un tout petit peu un des éléments de langage, à ce moment-là, c'est tout qui bascule. Voilà un exemple concret, une histoire en 5 lignes. Façon très simple de détruire une ville. Façon très simple de détruire une ville. Il faut attendre, caché parmi les hautes herbes, qu'un grand nuage de l'espèce cumulus se trouve placé très exactement au-dessus de la ville exécrée. Il suffit alors de décocher la flèche pétrifiante, le nuage devient marbre et le reste se passe de commentaires. Il faut attendre au début et puis la flèche pétrifiante, un seul adjectif et le texte agit sur le réel et boum, l'écrase. Il n'y a pas si longtemps, j'avais fait une vidéo sur une autre chose culte de Julio Cortázar et Carole Dunlop, sa compagne, ce dernier voyage qu'ils ont fait ensemble quelques semaines avant de s'éclipser l'une puis l'autre, avec ce Paris-Marseille sur autoroute en s'arrêtant, manger sur une aire, dormir sur l'autre, et puis à chaque fois notant, rêvant, improvisant sur la machine à écrire, photographiant, dessinant. C'est un livre majeur. Mais, jamais fait quoi que ce soit sur Cortázar sans parler aux gens que j'avais devant moi de Axolotl. Vous connaissez Axolotl, c'est une nouvelle relativement brève. Une page, double page et dernière page. J'utilise 2 éditions de Cortázar. Ce qui est important, c'est que là, vous voyez marqué nouvelle, mais vous mettriez à côté les essais, les poèmes. Vous commenceriez à avoir une idée de ce qu'il représente dans la langue hispanique sud-américaine. Nous, on est beaucoup plus centré sur l'œuvre fictionnelle, narrative, et puis toutes ces choses très brèves qu'il envoyait aux magazines, revues sud-argentines, tout simplement parce que c'était ça aussi qui lui permettait de gagner sa vie et d'être auteur en Europe. Mais Axolotl, là, alors, ça c'est les nouvelles complètes. C'est un monde, c'est un monstre. Vous partez, vous explorez, vous tissez vos galeries, vous réémergez quelque part. Vous cherchez, vous n'arrivez jamais à retrouver l'histoire que vous avez lue à tel moment que vous cherchez dans les titres et index. Et qu'est-ce que c'est beau, les titres des nouvelles de Cortázar. L'autoroute du Sud, la santé des malades, l'île à midi, tous les feux, le feu, l'autre ciel, les pas dans les traces, manuscrit trouvé dans une poche, là mais où, comment, lieu nommé Kinberg, les phrases de Severo, éclairage, la 2e fois, vous êtes allongé à tes côtés, réunion avec un cercle rouge, les faces de la médaille, quelqu'un qui passe par là.
le copilote silencieux, destin des explications, liens familiaux, de l'art de passer à côté, vie d'Aristo, texturologie, qu'est-ce qu'un polygraphe? Observation ferroviaire, génial celui-là. Natation en piscine de farine, nouveauté dans les services publics, mine de rien, déjà 6 de moins, dialogue de rupture, chasseur de crépuscule, formidables ateliers d'écriture avec ce texte-là, la direction du regard, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Comment va Lopez, matière plastique, merveilleuses occupations, occupations bizarres, conduite des miroirs dans l'île de Pâques, possibilité de l'abstraction, le quotidien quotidien, petite histoire tendant à illustrer le caractère précaire de la stabilité. Allez, bon, il faut quand même qu'on se mette au boulot un petit peu sur nos histoires à nous. Et donc toujours à un moment donné vient Axolot là. Et le problème, c'est pour ça que je vous dis, je coupe les cheveux en 4, puis j'ai le quarto. Pour une fois, le quarto, je ne dissuade pas de l'acheter, parce qu'il y a cette iconographie qui est énorme. Alors bien sûr, il y a plein de choses qu'on n'a pas. On n'a pas les autonotes de la Cosmoroute, mais il y a ces éléments biographiques qui sont importants. Il y a des photographies aussi. Vous savez que Cortázar avait c'est une maladie, je ne sais pas. En tout cas, il était affecté. C'est ces personnes qui grandissent tout au long de leur vie. Alors ça donne des photos comme ça, où on voit long corps avec une toute petite tête dessus, parce que la tête ne grandit pas de la même façon. Probablement aussi pour ça qu'il est décédé à cet âge beaucoup trop précoce. Bon, j'aime bien le quarto, et en atelier, c'est toujours lui que j'ai dans mon sac. J'aime bien avoir les textes que j'utilise en atelier d'un côté, et les textes que je prends pour lire moi de l'autre. Je reprends, je disais, il y a Axolot, et puis il y a cet univers tordu qui est ma manière de présenter, mais que justement c'est dans la manière tordue qu'il y a des questions. La question, là, c'est que depuis toutes ces années que toi, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est les gens que tu as devant toi, c'est les prendre dans tes mains et un petit poussé, puis on y est dans le fantastique. Et tu comprends cette relation du langage et de la littérature, évidemment. Cette sorte d'humilité, c'est se retirer devant. C'est eux qui doivent passer. Tu penches les épaules, ils marchent là. Et donc toi, tu t'arranges pour que le petit pont il soit solide, et que le petit pont il amène au bon endroit. Donc tu prends Axolot, là, tu racontes l'histoire, et puis au fur et à mesure, tu te dis, mais disons, ça serait peut-être bien que je le re-regarde un petit peu. Et puis là même, là, du moins, c'était se dire, tiens, mais si je leur envoyais le texte d'Axolot, puisque Cortázar, c'est ça le truc, tu vas faire un dimanche matin sur Cortázar, mais tout le monde connaît Cortázar, tout le monde a son Cortázar à la maison, et puis en même temps, à chaque fois que tu es avec tes étudiants, tu t'aperçois que c'est pas si vrai que ça vaut le coup d'y entrer. Ça vaut le coup de planter ton petit harpon, puis de dire, si vous allez par là, vous trouverez ça. Alors allez-y dans Cortázar. Mais vous savez, comme ça se dissout dans nos brouillards la présence même du livre. L'existence même du livre, le rôle du livre. Bon, là, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est Axolot, puis de dire, est-ce que chez vous, vous avez le quarto de Julio Cortázar? Et puis donc, il y a cette histoire qui s'appelle Axolot, là. J'en ai donc, c'est pour ça que je me suis mis là, devant mon ordi. Parce que depuis très longtemps, j'ai un PDF qui fait justement les 4 pages ici, celui que je vais suivre. Et je dis, tiens, si j'envoyais à tel groupe d'étudiants avec qui j'ai fait ça, la version originale, alors c'est pas évident pour moi parce que t'envoies un PDF, c'est pauvre, ça arrive par le mail, tu n'envoies pas la valorisation symbolique de ça. Or, quelquefois, peut-être nous, notre boulot, c'est de dire, je vous l'envoie pas, c'est à vous d'aller le chercher. Tu iras le chercher quand tu veux, quand tu en auras besoin. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, mais il y a un moment, tu le trouveras, et quand tu le trouveras, tu iras voir Axolot. Et alors, j'hésitais à faire le petit send, et puis tout d'un coup, je regarde, et moi, je leur avais fait une histoire un peu simplifiée, il y avait 5 paragraphes, et puis à la fin, il y a ça, c'est-à-dire séparer, spoiler quoi que ce soit, c'est-à-dire
celui qui énonce l'histoire, le narrateur du début, eh bien, en fait, maintenant, c'est l'axolotl au fond de l'aquarium. Alors ça, évidemment, je le savais, et puis ce jeu de transfert d'énonciation, et puis ce tout petit moment bizarre où la fiction bascule, c'est-à-dire tu ne racontes que du réel. Un type qui vient au vieux jardin des plantes à Paris, je crois que maintenant là où il y avait ce crocodile immémorial, ces pauvres tortues dans l'eau saumâtre, et donc les axolotls là, ben, je crois qu'ils l'ont fermé, mais récemment j'en ai vu aux eaux de Vincennes, tout récemment refait. J'ai regardé les axolotls, j'ai regardé si c'était pas celui de Julio Cortázar. Et ce qui m'a fichu un petit coup, alors c'est pour ça la non-pédagogie de ce dimanche, axolotl au singulier. Et puis il y a un petit paragraphe d'intro qui fait 4 lignes. Il fut une époque, c'est la traduction est de Laure Guille Bataillon, qui est une grande traductrice qui s'est énormément impliquée dans l'œuvre de Cortázar. Il fut une époque où je pensais beaucoup aux axolotls, avec un S en général. J'allais les voir à l'aquarium du Jardin des Plantes, et je passais des heures, prends ça comme tu veux, c'est bizarre, bon, non, je passais des heures à les regarder, à observer leur immobilité, leur mouvement obscur, il y a ce mot obscur qui vient tout de suite. Point, et puis là une toute petite phrase, sans virgule, et maintenant je suis un axolotl. Et là je suis tombé, c'est-à-dire, mais t'avais jamais remarqué, mec, qu'en fait, toute la bascule entre le narrateur et l'axolotl, eh bien tout simplement, elle est déjà annoncée, elle est déjà effective dans ce petit préambule de 4 lignes. Dans ma pauvre tête, c'était parti. Alors aujourd'hui, je vous parle de ma pauvre tête. Deuxième paragraphe. Le hasard me conduisit vers eux. Un matin de printemps, où Paris déployait sa queue de paon après le lent hiver. Mais en même temps, c'est important, c'est-à-dire que si l'image poétique de la ville est juste, aucune raison de remettre en cause ce narrateur. Là, du coup, c'est un homme banal, un gars qui marche dans une ville, il fait beau, descend boulevard de Port-Royal, le boulevard Saint-Marcel, celui de l'hôpital. Je vis les premiers verts parmi tout le gris, et je me souvins des lions. J'étais très ami des lions et des panthères, mais je n'étais jamais entré dans l'espace humide et sombre des aquariums. Alors que moi, j'en ai un souvenir d'enfance. Première fois que les grands-parents nous avaient emmenés à Paris, mon frère et moi, je devais avoir 9 ans, maximum 62. Donc, première fois que, petit Vendéen, tu vois un crocodile. Je laissais ma bicyclette contre les grilles. Bon ben voilà, c'est un homme, quoi. Et j'allais voir les tulipes. Les lions étaient laids et tristes, et ma panthère dormait. C'est pour ça que j'aime plus beaucoup, même quand t'es grands-parents professionnels, aller au Jardin des Plantes. Je me décidais pour les aquariums après avoir regardé avec indifférence des poissons ordinaires. Je tombais par hasard, le hasard me conduisit, je tombais par hasard, bam, bam, une répétition chez Cortázar. Dans la scientificité de quelqu'un qui a gagné sa vie par la traduction, c'est jamais un hasard. Sur les axolotls, là, je passais 1 heure à les regarder, alors qu'avant, il dit, je passais des heures, donc c'est la première fois, je passais 1 heure à les regarder, puis je partis, incapable de penser à autre chose. Deuxième paragraphe. Et là, ce qui est important, et je ne me gourais pas avec les étudiants, c'est-à-dire, à la bibliothèque Sainte-Geneviève, je consultais un dictionnaire, j'appris que les axolotls étaient des formes larvaires pourvues de branchies batraciens du genre Amblystone. C'est-à-dire, répétez, voir, faites pause, non, vous ne répéterez pas, mais on passait à une instance documentaire, et cette instance documentaire, ce qui est important, c'est qu'elle pose là encore l'objectivité de ce qu'on raconte, l'axolotl, elle pose l'objectivité du narrateur dans le temps de son enquête, et puis ce mot axolotl, A-O-O, extrait, cette espèce de planche, d'éclatement mot quasi univocalique, eh bien tout d'un coup, il se charge d'une réalité abstraite qu'il ne contient pas, mais que les livres lui donnent. La bibliothèque Sainte-Geneviève, comme par hasard la même qu'on a dans Pantagruel, la librairie Saint-Victor.
Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous lisez une histoire, vous. Donc cette mise en abîme, est-ce qu'elle est secondaire? Et nous, dans notre positionnement de lecture, est-ce qu'on, quand on lit le mot axolotl, qu'est-ce qu'on fait? On a Wikipédia, on a les trucs, on est sur le même support de lecture, ou parce qu'on a cette instance documentaire, regardez le boulot d'Emmanuel Pirer et tout ça, comme ça vient traverser. Qu'ils étaient originaires du Mexique, je le savais déjà. Pour l'instant, rien ne nous dit qu'il s'agit d'un narrateur, lui, originaire d'Amérique du Sud. Simplement, quand on le sait, comme il nous le dit, je le savais déjà, que Julio Cortázar est d'Amérique du Sud. Lui aussi, comme les axolotls là. Rien qu'à voir leur petit visage aztèque. Et toi, il est comment ton visage, Julio Cortázar? Tu serais pas un peu aztèque aussi, par hasard? C'est pas facile avec les reflets. Mais vous voyez, cette notion de visage, comme elle peut être intéressante. Comme par hasard, c'est le trait aztèque, donc c'est anthropomorphie du visage qui devient la première inscription spéculaire narrateur axolotl. Bon, est-ce que c'est par hasard? Non, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas de hasard dans ce genre de truc. Je lus qu'on en avait trouvé des spécimens en Afrique capables de vivre hors de l'eau pendant les périodes de sécheresse et qui reprenaient leur vie normale à la saison des pluies. On leur donnait leur nom espagnol, ajolote, excusez la prononciation. On signalait qu'ils étaient comestibles. Vous voyez manger de l'axolotl, vous? Et qu'on utilisait leur huile. Il semble qu'on ne l'utilise plus comme l'huile de foie de morue. En même temps, si vous ouvrez, ce qui est bizarre par exemple, c'est que justement aussi, il prend de l'information, mais il ne la donne pas toute entière. C'est-à-dire, ce qui caractérise l'axolotl, c'est que précisément, avec l'espèce humaine, c'est disons les deux exemples majeurs d'espèces qui restent à l'état embryonnaire, c'est-à-dire qui adultes restent quelque part avec des traits embryonnaires. Pour l'homme, c'est ce qui permet le développement du crâne et ses apprentissages très complexes. Pour l'axolotl, c'est ce qui lui permet de ravaler les branchies, de vivre et se reproduire en tant qu'animal terrestre, et si le lac se remet en eau, de retrouver son habitat aquatique. Donc ce trait, le fait que Cortázar n'en fasse pas mention, là encore, apprenons à gérer le texte avec ce qu'il ne dit pas. Je ne voulus pas consulter d'ouvrages spécialisés, vous voyez, cette histoire de l'information uniquement lacunaire. Mais je revins le jour suivant au jardin des plantes. Et là, je pris l'habitude d'y aller tous les matins, parfois même matin et soir. Le gardien des aquariums souriait d'un air perplexe en prenant mon ticket. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que vous avez homme, dispositif spatial, et les axolotls au bout. Qu'est-ce qui nous rend que c'est encore crédible? Eh bien, ce gardien, qu'est-ce que c'est cet obsédé? Qu'est-ce qu'il vient foutre là, ce type? Il peut venir 2 fois par jour voir cette espèce de petite grenouille dans le fond de son truc. Et donc, le personnage du gardien est installé. Et c'est lui aussi qui va rendre quoi? Mais objectif, l'existence du narrateur avant que le narrateur reparte. Une fois qu'il sera effectivement ce qui a été dit à la fin du premier paragraphe. Maintenant, je suis un axolotl là. Ce que laisserait pas se faire le gardien s'il savait de quoi il s'agissait. Je m'appuyais contre la barre de fer qui borde les aquariums, elle existe, et je regardais les axolotls. Il n'y avait rien d'étrange à cela, car dès le premier instant, j'avais senti que quelque chose me liait à eux, quelque chose d'infiniment lointain et oublié, qui cependant nous unissait encore. Comme tout d'un coup, c'est quoi l'instance poétique d'une prose, sinon sa capacité de mobiliser ce qu'elle est abstraitement et de faire pousser à sa surface même de récit la figure qui l'organise. Il n'y a plus rien d'axolotl là. Car dès le premier instant, j'avais senti que quelque chose me liait à eux, quelque chose d'infiniment lointain et oublié, qui cependant nous unissait encore. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas des gens comme Borges, Cortázar et tant d'autres, ou Henri Michaud. Il m'avait suffi de m'arrêter un matin devant cet aquarium où des bulles couraient dans l'eau. Les axolotls s'entassaient sur l'étroit et misérable. Personne mieux que moi ne sait à quel point il est étroit et misérable, fond de pierre et de mousse. Il y en avait 9,
La plupart d'entre eux appuyaient leur tête contre la vitre et regardaient de leurs yeux d'or ceux qui s'approchaient. Troublé, presque honteux, je trouvais qu'il y avait de l'impudeur à se pencher sur ces formes silencieuses et immobiles entassées au fond de l'aquarium. Mentalement, j'en isolai un peu à l'écart sur la droite, pour mieux l'étudier. Je vis un petit corps rose, translucide. Je pensais aux statuettes chinoises en verre laiteux. Vous voyez, comme cette notion de corps, maintenant, va prendre toute la place, indépendamment de quoi? De son échelle. Je vis un petit corps rose, translucide, je pensais aux statuettes chinoises en verre laiteux, semblables à un petit lézard de 15 centimètres, terminé par une queue de poisson d'une extraordinaire délicatesse. C'est la partie la plus sensible de notre corps. Si vous connaissez déjà Axolot, là, est-ce que ce notre corps-là, vous l'aviez mesuré? Mais ce furent les pattes qui me fascinèrent. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la partie la plus sensible de notre corps, donc c'est un jeu axolot là. Sur son dos, on est repris celui qui désigne l'axolot. Une nageoire transparente se rattachait à la queue, mais ce furent les pattes qui me fascinèrent. Là, évidemment, tous ceux qui ont vu ces bestioles le savent, c'est-à-dire ces toutes petites pattes minuscules, elles semblent complètement des pattes avec des mains anthropomorphes. Ce furent les pattes qui me fascinèrent, des pattes d'une incroyable finesse terminées par de tout petits doigts avec des ongles absolument humains, sans pourtant avoir la forme de la main humaine, absolument humain sans avoir la forme de la main humaine, absolument humain sans avoir la forme de la main humaine. Ting! Bravo, Marie-Grand Bataillon, Marie-Guy Bataillon. C'est alors que je découvris leurs yeux, leur visage, un visage inexpressif, sans autre trait que les yeux, deux orifices comme des têtes d'épingle entièrement d'or transparent, sans aucune vie, mais qui regardaient et se laissaient pénétrer par mon regard, qui semblait passer à travers le point doré, se perdait dans un mystère diaphane, un très mince halo noir entourait l'œil, et l'inscrivait dans la chair rose, dans la pierre rose de la tête vaguement triangulaire, aux contours courbes et irréguliers, qui la faisait ressembler à une statue rongée par le temps. La bouche était dissimulée par le plan triangulaire de la tête, ce n'est que de profil que l'on s'apercevait qu'elle était très grande, vue de face. C'était une fine rainure, comme une fissure dans de l'albâtre. Vous voyez, après le verre laiteux chinois, maintenant on a l'albâtre, donc c'est cette fusion matière qui, c'est-à-dire c'est en faisant de l'animal une matière que je vais pouvoir organiser, que l'animalité va se détacher, prendre possession du mouvement de celui qui est homme anthropomorphe de l'autre côté, et que la bascule va pouvoir se faire. De chaque côté de la tête, à la place des oreilles, se dressaient de très petites branches rouges comme du corail, encore la minéralité, une excroissance végétale les branchies, je suppose. Et on n'a plus le nous, là, tout d'un coup. C'était la seule chose qui eut l'air vivante dans le corps. Chaque 20 secondes, elle se dressait, toute raide, et comme on a c'est une espèce de battement temporel. Puis s'abaissait de nouveau, parfois une patte bougeait à peine, je voyais les doigts minuscules se poser doucement sur la mousse. C'est que nous retournons. Et oui, comme cette oscillation du temps avec les branchies va devenir une oscillation du je et du nous. Notre corps, nous n'aimons pas beaucoup bouger, l'aquarium est si étroit, si peu que nous remuons, nous heurtons la tête ou la queue d'un autre. Et dans le métro, c'est pareil. Il s'ensuit des difficultés, des disputes. C'est-à-dire, homme libre toujours, tu chériras la mer. Vous savez, cette ambivalence de la mer est ton... La mer est décrite avec le vocabulaire de l'homme, décrit avec le vocabulaire de la mer, chez Baudelaire. Là, tout d'un coup, des disputes, de la fatigue. Vous en êtes pas rendu compte, on est presque à la moitié de l'histoire, déjà, et tout d'un coup, ce vocabulaire humain, des disputes, de la fatigue, est passé aux axolotes, là. C'est-à-dire qu'on commence à vous vider de votre substance d'assignation réelle pour être littéralement prêt à ce que vous aussi soyez pris dans la bascule qu'on va vous décrire. Le temps se sent moins si l'on reste immobile. Ce fut leur immobilité qui me fit me pencher vers eux, fasciné, la première fois que je les vis,
Il me sembla comprendre obscurément, retour de l'obscur, vous savez, on avait eu dans le tout début leur immobilité, virgule, leur mouvement obscur, troisième ligne, là, c'est comprendre obscurément leur volonté secrète à abolir l'espace et le temps par une immobilité pleine d'indifférence. Mais essayez de conquérir vous, immobilité et indifférence, vous allez dilater le temps et l'espace. Et là, on crée l'instance commune qui va être ce lieu de l'échange. Par la suite, j'appris à mieux les comprendre, les branchies qui se contractent, les petites pattes fines qui tâtonnent sur les pierres, leur fuite brusque. Ils nagent par simple ondulation du corps. Me prouvèrent qu'ils étaient capables de s'évader de cette torpeur minérale. Vous voyez, comme le mot minéral qu'on a déjà vu avec l'albâtre, avec le verre laiteux chinois, devient maintenant eux-mêmes, mais sans plus de métaphores pierreuses, où ils passaient des heures entières. Leurs yeux surtout m'obsédaient. À côté d'eux, dans les autres aquariums, des poissons me montraient la stupide simplicité de leurs beaux yeux semblables aux nôtres. Encore une petite passerelle très discrète. Et là, homme-poisson, je collais mon visage à la vitre. Or, qu'est-ce qu'il nous avait dit plus tôt? C'est que, rappelez-vous, il y en avait 9, la plupart d'entre eux appuyaient leur tête contre la vitre. Eh bien, maintenant, très littéralement, complètement, le narrateur, je collais mon visage à la vitre. Le gardien, inquiet, toussait de temps en temps. Donc la corporation humanoïde reste bien fixe, précise, pour mieux voir les tout petits points dorés, et cette ouverture sur le monde infiniment lent et éloigné des bêtes roses. Donc c'est vraiment cette notion temporelle qui va primer. Inutile de frapper du doigt contre la vitre, sous leur nez, jamais la moindre réaction, les yeux d'or continuaient à brûler de leur douce et terrible lumière, continuaient à me regarder du fond d'un abîme insondable qui donnait le vertige. Et cependant, les axolotes étaient proches de nous, je le savais même avant ça, même avant de devenir un axolote. Pile au milieu géographique de l'histoire, on vous crache tout le morceau. Et ça, c'est ça, moi, qui me fait penser, par exemple, à la lettre volée d'Edgar Poe, vous savez. Le narrateur, Dupin, le détective. Tout le monde a cherché, fouillé, investigué la moindre... les dessous de plancher, les faux plafonds, les fonds de tiroirs. On lui a même piqué ses habits, remis en douce ce type qui est préfet de police. Et ce Dupin se met des lunettes opaques, vient devant le gars et pour un rendez-vous quelconque, repart et il a la lettre. En fait, il l'a même substituée par une autre quasi identique, simplement, justement, la lettre compromata, c'est-à-dire cette lettre, à partir avec quoi le préfet de police, des vieilles choses, tout ça, tient je ne sais quelle personne concurrente dans le pouvoir, eh bien tout simplement, sur l'autre côté, il avait écrit des conneries, et c'était en plein sur son bureau. Eh bien Cortázar fait exactement ça. Il vous dit, de la même façon que dans le tout petit prologue, je suis un axolote, là il vous dit, même avant de devenir un axolote, là. Est-ce que vous le remarquez dans le texte? Est-ce qu'une injonction langagière de cette sorte est suffisante à remettre en cause l'anthropomorphie de ce qui est le contexte général de la représentation que vous vous fabriquez d'après l'histoire? Et c'est là où on est dans ce qu'il déplace, lui, de la littérature fantastique. Et cependant, les axolotes étaient proches de nous. Et tout d'un coup, là, on a changé de paragraphe, et le nous est reparti dans l'univers que je dis humanoïde. Et pourtant, le paragraphe a commencé avec un nous qui renvoie à ce côté humain du narrateur, humanoïde. Et cependant, les axolotes étaient proches de nous. Je le savais même avant ça, même avant de devenir un axolote là. Et comme c'est bancal, et on ne s'aperçoit pas que c'est bancal. Je le sus dès le jour où je m'approchais d'eux. On est revenu à une désignation loin. Pour la première fois, les traits anthropomorphiques d'un singe accusent la différence qu'il y a entre lui et nous, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. L'absence totale de ressemblance entre un axolote et un être humain me prouva que ma reconnaissance était valable, que je ne m'appuyais pas sur des analogies faciles.
Il y avait bien les petites mains, mais un lézard a les mêmes mains et ne ressemble en rien à l'homme. Je crois que tout cela venait de la tête des axolotls, de sa forme triangulaire rose et ses petits yeux d'or. Cela regardait et cela savait. Cela réclamait. Les axolotls n'étaient pas des animaux. De là à tomber dans la mythologie, il n'y avait qu'un pas, facile à franchir, presque inévitable. Je finis par voir dans les axolotls une métamorphose, etc. Soudain, les petites branchies roses, c'était des larves, mais larve veut dire masque et aussi fantôme. Là, il reprend du coup cette information qu'il n'avait pas donnée, c'est-à-dire l'axolotl, comme l'être humain, garde des traits larvaires qui sont nécessaires, lui, pour être à la fois aquatique et terrestre, et nous, pour grandir notre cerveau. Et là, on aborde le mouvement de la fin. Là, j'ai zappé un peu. Il me faisait peur, point. Et là encore, c'est une phrase dont le statut, est-ce qu'elle est descriptive? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui... Non, l'angoisse, ce n'était pas des êtres humains, mais jamais je ne m'étais senti un rapport aussi étroit entre des animaux et moi. Il vient nous dire, c'est pas des animaux, et en même temps, il dit, entre des animaux et moi. Vous voyez, comme on est tout d'un coup dans une zone flottante, instable. Et il me faisait peur. Il me faisait peur. Est-ce que nous, comment on le lit? On a envie de lire la suite. Pourquoi il te faisait peur? Ça va, rassure-toi, ils sont là, on s'en va. Donc c'est pas une phrase qui vous arrache quelque chose, ça ne marche que par le contexte. Je crois que sans la présence des autres visiteurs et du gardien, je n'aurais jamais osé rester devant eux. Et là, des guillemets, c'est la seule fois. « Vous les mangez des yeux », disait le gardien, en riant, et il devait penser que je n'étais pas tout à fait normal. Bien sûr qu'il n'est pas tout à fait normal, puisque déjà au début il a dit... Mais il a dit au départ que les axolotls, dans ce truc informatif à la bibliothèque Sainte-Geneviève, ils étaient comestibles. Et là, vous les mangez des yeux. Vous voyez, cette idée du manger, ça fait 2 fois aussi qu'elle revient. Loin d'eux, je ne pouvais penser à autre chose, comme s'il m'influençait à distance. Je finis par y aller tous les jours, et la nuit, je les imaginais immobiles dans l'obscurité, avançant lentement, une petite patte qui rencontrait soudain celle d'un autre. Les yeux voyaient peut-être la nuit, et le jour, pour eux, n'avait pas de fin. Les yeux des axolotls n'ont pas de paupières. Et là, tout d'un coup, elle est où la peur? Supplice classique dans les temps barbares dont on n'a pas beaucoup réchappé. Si on vous enlève la paupière, vous ne pouvez plus fermer les yeux. La mort, une des morts les pires qu'on puisse imaginer pour un être humain. Les yeux des axolotls n'ont pas de paupières. Conclusion du paragraphe qui commençait « Il me faisait peur ». 2 autres paragraphes. Maintenant, je sais qu'il n'y a rien eu d'étrange dans tout cela, que cela devait arriver. Il me reconnaissait un peu plus chaque matin quand je me penchais vers l'aquarium. Il souffrait. Là encore, bascule, homme, bête. Chaque fibre de mon corps enregistrait cette souffrance bâillonnée. C'est-à-dire, tout d'un coup, on enregistre, c'est-à-dire quelque chose passe à travers la vitre, passe de l'eau à l'air. Cette torture rigide au fond de l'eau, ils épiaient quelque chose, un lointain royaume aboli, ça fait 3 fois que le mot lointain revient, un temps de liberté où le monde avait appartenu aux axolotls. L'appartenance du monde à une espèce. Il suffit de dire ça, et non, le monde, ça appartient pas à l'espèce humaine, mon gars, une expression aussi terrible qui arrivait à vaincre l'impassibilité forcée de ces visages de pierre. 4e occurrence de métaphore minérale, contenait sûrement un message de douleur. Baudelaire, sois sage, ô ma douleur, la preuve de cette condamnation éternelle, de cet enfer liquide qu'ils enduraient. En vain essayai-je de me persuader que c'était ma propre sensibilité qui projetait sur les axolotls une conscience qu'ils n'avaient pas. C'est pour cela que ce qui arriva n'est pas étrange. C'est pour cela que ce qui arriva, c'est-à-dire qu'on est après l'événement qui s'est arrivé, alors que pourtant c'est lui que maintenant on va vous raconter, alors que le prologue a dit « maintenant je suis un axolotl ». Vous voyez cette complexité, ce qui arriva témoigne que il est logique que vous n'ayez pas enregistré ce qui a été mis dans le texte comme une évidence.
Je voyais de très près la tête d'un axolotl immobile contre la vitre. Sans transition, je vis mon visage contre la vitre. Et c'est là la bascule, dans l'intérieur de la même phrase. C'est-à-dire que vous avez la vitre transparente, vous avez le visage, la bestiole, et puis, dans l'intérieur de la même phrase, vous passez d'un côté de la transparence à l'autre. Je relis. Sans transition, virgule, sans surprise. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. C'est le rythme de la phrase, vous êtes déjà quasiment sous hypnose. Sans transition, sans surprise. Je vis mon visage contre la vitre à la place de l'axolotl. Sans transition, sans surprise, je vis mon visage contre la vitre à la place de l'axolotl. Oui, c'est ça pour ça que je m'en mêle en lisant. C'est qu'il y a 2 fois, je vis mon visage contre la vitre. C'est-à-dire que dans cette phrase, l'expression « je vis mon visage contre la vitre », après le 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, sans transition, sans surprise, je vis mon visage contre la vitre à la place de l'axolotl. La vision projette. Et on répète. Je vis mon visage contre la vitre, je le vis hors de l'aquarium. Je vous le refais. Sans transition, sans surprise, je vis mon visage contre la vitre à la place de l'axolotl. Je vis mon visage contre la vitre, je le vis hors de l'aquarium, je le vis de l'autre côté de la vitre. Alors évidemment, puisque là je mets le grossissement, je raconte tout, ça fait un peu gros machin, gros tiré par les cheveux, etc. Mais quand vous voyez que vous êtes en train de lire une nouvelle oscillance, puisque vous êtes la vitre, de l'autre côté de la vitre, l'autre côté de la vitre, je vis mon visage contre la vitre de l'autre côté, vous faites pas gaffe. Il y a juste ce glissement, puis mon visage s'éloigna et je compris. Lui, il a compris, mais nous, pas encore. Et si on était censé avoir compris, toute l'histoire aurait été foutue en l'air. Une seule chose était étrange. Continuer à penser comme avant, savoir. Quand j'en pris conscience, je ressentis l'horreur de celui qui s'éveille, enterré vivant. Au dehors, mon visage s'approchait à nouveau de la vitre Ismar, tout d'un coup. Je voyais ma bouche aux lèvres serrées par l'effort que je faisais pour comprendre les axolotls, c'est-à-dire qu'il répète exactement ce qu'il nous a décrit de lui-même en amont. J'étais un axolotl, je venais de savoir en un éclair qu'aucune communication n'était possible. Il était hors de l'aquarium, sa pensée était une pensée hors de l'aquarium, tout en le connaissant, tout en étant lui-même, j'étais un axolotl et j'étais dans mon monde. L'horreur venait de ce que, je le sus instantanément, le temps. Je me croyais prisonnier dans le corps d'un axolotl, transféré en lui avec ma pensée d'homme, enterré vivant dans un axolotl, condamné à me mouvoir en toute lucidité parmi des créatures insensibles. Mais cette impression ne dura pas. Une patte vint effleurer mon visage. En me tournant un peu, je vis un axolotl à côté de moi qui me regardait, et je compris que lui aussi savait. Sans communication possible, mais si clairement. Ou bien j'étais encore en l'homme, ou bien nous pensions comme des êtres humains, incapables de nous exprimer, limités avec la dorée de nos yeux, qui regardaient ce visage d'homme collé à la vitre. Et vous voyez la complexité. Il revint encore plus dernier paragraphe. Il revint encore plusieurs fois, mais promettez-moi, si ça vous a branché, branché, pas branché, allez-y voir, il y en a 300 autres comme ça. Il revint encore plusieurs fois, mais il vient moins souvent à présent. Des semaines se passent, vous voyez, ce truc d'oscillation temporelle qui était aussi l'oscillation de la nage, et que cette oscillation, on distend la fréquence. Et comme cette question technique-là continue d'organiser la narration, des semaines se passent sans qu'on le voie. Il est venu hier, il m'a regardé longuement, il est parti brusquement. Il me semble que ce n'est plus à nous qu'il s'intéresse, qu'il obéit plutôt à une habitude. Comme penser est la seule chose que je puisse faire, je pense beaucoup à lui. Mais penser, est-ce que c'est pas nous tout le temps?
dans l'aquarium de notre corps au monde. Pendant un certain temps, nous avons continué d'être en communication, lui et moi, et il se sentait plus que jamais lié au mystère qui l'obsédait, qui est le mystère anciennement de l'axolote dans son aquarium. Mais les ponts sont coupés à présent, car ce qui était son obsession est devenu un axolote, c'est-à-dire celui qui parle, étranger à sa vie d'homme. Vous voyez, comme dans cette même distension, il continue de rebattre les cartes, et chaque fois une énonciation qui a un statut totalement différent. Et c'est pour ça que nous, on rebat toujours cette même énonciation du transfert, de la coupure, du reflet, de la symétrie, mais que chaque fois, les figures se remettant, on est dans une latence, on est dans l'état même de cette transformation. On ne vous dit pas, il était devenu un axolote, là il s'est barré. C'est ça, moi, pour ça que j'ai pris tout ce prologue tout à l'heure. C'est-à-dire, je simplifiais l'histoire pour la faire comprendre, dire l'enjeu de cette relation langage-chose qui permet d'inventer le fantastique. Mais je n'avais pas compris, par exemple, ça. C'est-à-dire que votre compréhension subjective, c'est pas elle qui vous met au fantastique comme dans un choc. C'est quelque chose qui est très présent chez Lovecraft aussi. C'est que la lecture continue et vous êtes installé dans la lecture dans une autre position, dans la position de l'axolote là. Et c'est cette durée-là qui fait que c'est pas la question de comprendre qu'un truc fantastique est advenu, mais de faire que vous-même dans cette chose impalpable, parce que les figures de l'échange corps, mental, pensée, lieu, aquatique, terrestre, minéral, organique s'échangent tout le temps, c'est là où elle vient, la peur. On n'a plus de repères. On n'a plus de repères, mais Cortázar, c'est quoi le magie d'Axolote là? C'est que cet état sans repère, il va vous l'entretenir encore jusqu'à la fin du paragraphe. Et c'est la durée de cette latence sans repère qui devient l'instance du fantastique, beaucoup plus que l'échange lui-même. Les ponts sont coupés à présent, car ce qui était son obsession est devenu un axolote, étranger à sa vie d'homme. Je crois qu'au début, je pouvais encore revenir en lui. Vous voyez, comme l'échange reste symétrique, alors qu'il n'a jamais été, et maintenir éveillé son désir de mieux nous connaître. Maintenant, je suis définitivement un axolote. Là. Et si je pense comme un être humain sous leur apparence de pierre rose, c'est-à-dire même la métaphore de la minéralité, elle a été transférée, et maintenant c'est l'homme qui est minéral. Et à ça, vous voyez le biceps de l'auteur. C'est tout simplement parce que les axolotes le pensent comme les humains sous leur apparence de pierre rose. Il me semble que j'étais arrivé à lui communiquer cette vérité les premiers jours lorsque j'étais encore lui, et dans cette solitude finale vers laquelle il ne revient déjà plus, cela me console de penser qu'il va peut-être écrire quelque chose sur nous. Et vous voyez, le tout début paragraphe, la première assignation. Et maintenant, je suis un axolote là. Il va peut-être écrire. Mais qui a écrit? Julio Cortázar. Et donc, le je suis un axolote du début. Il va peut-être écrire. Et c'est Cortázar qui a écrit. Et là, on a encore une autre mise en abîme du narrateur et de l'auteur. Il croira qu'il invente un conte. Et il écrira tout cela sur les axolotes là. Et je vous dis à dimanche prochain.